suite et fin du petit 4, primauté du désir dans le sujet humain chez Spinoza, déterminisme, illusion de liberté et libération. Je développe donc cette idée de libération. Je repars de cette idée que, cette thèse, l'homme est ce conatus doué d'un corps plus ou moins puissant et d'une raison plus ou moins efficace. Son conatus s'exprime lorsqu'il est affecté par des événements extérieurs qu'il ne peut pas ne pas rencontrer dans la nature. Lorsqu'un conatus s'exprime, il est alors nécessairement dans la réaction, puisqu'il réagit à un événement en vertu du degré d'affection qu'il ressent. Tel est le mécanisme du désir, mais également par exemple d'une passion, des désirs excessifs, peut-être pas si excessifs que ça, mais la passion pour Spinoza, c'est un désir qui s'inscrit durablement dans l'être. Mais que ce soit désir ou passion, les deux termes sont très proches. Une passion génère des réactions. À nouveau donc, une illusion de liberté anime l'être passionné. Il peut certes se croire libre de vivre sa passion dans des actes qui n'ont rien de rationnel, mais le choix de sa passion n'est pas libre, car, comme le dit l'étymologie, passio, tout passionné est le patient de sa passion. Il n'a pas choisi sa passion, il est déterminé à être cet être passionné et à vivre sa passion. Donc, à l'origine de toute passion, il y a nécessairement une passivité, puisque c'est la passion qui l'a saisi, qui l'a déterminé à être cette personne passionnée. Pourtant, Spinoza ne condamne pas les comportements passionnels, d'autant plus s'il procure de la joie à l'être qui est en train de vivre sa passion. Encore une opposition à Platon. De quel droit, se demande Spinoza, irais-je critiquer, condamner un être passionné qui, peut-être par chance, dirais-je, est en train de connaître un épanouissement total, il est en train de gagner en puissance parce que vivre sa passion lui procure de la joie. Moi, le philosophe, dit Spinoza, je n'ai aucune légitimité à condamner de tels comportements. Par contre, le problème est que l'on n'est jamais certain qu'une passion perdure dans la joie. D'un instant à l'autre, elle peut passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire de la joie, à la tristesse absolue. Exemple, tel le surfeur qui affirme pleinement son conatus avec beaucoup d'intensité et qui gagne en puissance, qui tout d'un coup, patatras, l'accident, un requin lui bouffe une jambe. Il va passer de la joie à la tristesse. Donc le problème pour Spinoza est le suivant. L'homme peut-il dès lors dépasser l'état passionnel et ses incertitudes qu'il génère, maîtriser sa passion, ses désirs, vieux thème de la philosophie, maîtriser ses passions, ses désirs, mais chez Spinoza, tout en conservant la joie. Vous voyez le problème. Ce serait là, dit Spinoza, déjà comme une vie parfaite. Avoir une certaine maîtrise sur mes désirs, tout en conservant la joie qu'il procure. Alors, Spinoza propose donc comme une méthode pour arriver à cette fin. Revenons au désir. Tout désir est d'abord inadéquat, car il lui manque la connaissance des causes qui déterminent l'apparition des désirs en mon être. Il lui manque la connaissance des causes efficientes, de toutes les causes possibles. Donc pour Spinoza, tout désir génère une idée inadéquate, ce qu'il nomme l'inadéquation. C'est-à-dire je suis en inadéquation avec moi-même lorsque je suis affecté par un désir, même s'il est sur un fond de plénitude, comme l'artiste, mais il y a une inadéquation profonde parce que je ne suis pas la cause première de mon désir. Donc le problème chez Spinoza devient celui-ci, comment rendre un désir adéquat, comment être en adéquation avec mon essence, autrement dit. Et là, il y a à nouveau une originalité de la pensée spinoziste. Je vous ai déjà parlé de libération, voici comment Spinoza la perpétue.
Rendre un désir adéquat, ce n'est pas nécessairement l'assouvir, c'est-à-dire accéder à l'objet de mon désir, sa possession. Mais, de manière plus subtile chez Spinoza, c'est accéder à la connaissance des causes qui sont à l'origine de l'apparition de mon désir. Je répète, la connaissance des causes qui sont à l'origine de l'apparition de mon désir. Cette connaissance des causes me délivre et me dévoile alors une liberté vis-à-vis de mon désir. Pourquoi il devient finalement secondaire de l'assouvir ou non. Par exemple, si j'ai un désir de faire médecine, de m'engager dans des études de médecine, et si j'engage toute la réflexion de Spinoza, alors je m'aperçois d'une manière très aisée que je suis déterminé à devenir médecin. Ne serait-ce que d'un point de vue sociologique, je vous parlerai bientôt de Durkheim. Il y a certainement déjà des médecins dans ma famille ou des personnes qui travaillent dans la santé. Par contre, si grâce à ma raison, je comprends cela, alors apparaît une certaine forme de liberté. C'est-à-dire, vais-je m'engager dans des études de médecine, c'est le cas de dire en toute connaissance de cause, ou pas. Voilà, donc un nouveau mouvement chez Spinoza, de la libération à une certaine forme de liberté possible, où je ne deviens jamais la cause adéquate de mes désirs, mais j'ai la connaissance de ces causes. À bientôt. Toujours en musique. Ah, ça marche pas. Si.